Bonjour à tous, bienvenue sur l'invité. Ce dimanche, les Béninois se rendent aux urnes pour élire le nouveau conseiller au sein des conseils communaux du Bénin. À suivre dans un instant et dans la journée, quelques reportages liés à cet effet. Mais avant, chers amis internautes, je reçois pour vous ce dimanche pour le compte de l'invité Hubert Yanvi. Il est docteur en socio-anthropologie de la santé de l'université d'Abomey-Calavi. Il est là pour nous entretenir sur les risques perçus et risques vécus engendrés par la pandémie du coronavirus Covid-19 au niveau communautaire, au niveau étatique et au niveau de la base de la pyramide sanitaire. Hubert Yanvi, bonjour. Bonjour, monsieur Kader. Vous êtes docteur en socio-anthropologie de la santé de l'université d'Abomey-Calavi, comme je le disais tantôt. Oui. Alors, vous êtes là pour nous exposer les risques perçus et risques vécus au niveau communautaire, au niveau étatique et au niveau de la base de la pyramide sanitaire. D'entrée de jeu, dites-nous, c'est quoi les risques perçus ou le risque perçu? C'est quoi également le risque vécu? Ok. Merci beaucoup, monsieur Kader. Avant d'aborder votre question, il urge de saluer d'abord mon directeur de thèse, le professeur Imourou Aboubakari, et tous les enseignants du département de la socio-anthropologie de l'université d'Abomey-Calavi qui ne cessent de nous donner une formation de qualité. Avant d'aborder les risques perçus et les risques vécus, comme je l'ai dit, je parlerai d'abord du risque. Le risque du Broglie en 2001 a montré que le risque, c'est la peur de tomber malade dans le cadre de notre étude. Il a montré que c'est cette peur de tomber malade. Et Ulrich Beck vient l'appuyer en 2001. Lui, il montre que le risque, c'est une sorte de probabilité où dans cette peur, il y a des allers-retours, la chance d'attraper la maladie ou cette chance de ne pas attraper la maladie. Et il montre ainsi que le risque peut être vécu, mais souvent dans les sociétés capitalistes, le risque est minimisé, surtout le risque de la maladie, compte tenu de leur arsenal, de leur plateau technique. Moi, j'appelle ici risque perçu et risque vécu. Cette différence que je fais entre les deux formes de risque provient du fait que l'OMS, les instances internationales, ont prédit un taux de morbidité élevé par la pandémie au Covid-19 en Afrique. Mais nous sommes en train de constater, c'est ça que j'appelle le risque perçu, mais nous sommes en train de constater que le risque vécu n'est pas tel que perçu. Or, le risque perçu ici relève d'une scientificité, parce que ça s'appuie sur une base scientifique. Sur les éléments des données scientifiques. Voilà. Oui. Mais en réalité, le risque vécu, c'est ce que nous vivons. La peur que vivent les Béninois au quotidien face à cette pandémie. Et cette peur est variable à tous les niveaux. Au niveau étatique, au niveau des institutions de l'État. Quand je parle du niveau communautaire, c'est le niveau social. Et quand je prends la base de la pyramide sanitaire, ça, ce sont les dispensaires, les CS, les structures de prise en charge de la périphérie. De la périphérie. Avant d'entrer dans le vif du sujet, pour aborder point par point, niveau communautaire, niveau étatique et niveau de la base de la pyramide sanitaire, dites-nous, quelle est votre appréhension en tant que sociologue de l'avènement de cette pandémie du coronavirus Covid-19 dans le monde? Quelle est votre appréhension? Merci. Avant d'aborder cette question, je vais d'abord commencer par dire que la pandémie au Covid-19 a été internationale avant d'être internalisée dans les pays du tiers-monde. Parce que lorsque ça a une historique que tout le monde connaît, à Wuhan, quand ça a commencé, on n'avait pas dit que c'est une pandémie internationale. Il suffit que le Covid-19 apparaisse en Europe pour qu'on commence par
l'internationaliser. C'est-à-dire, les structures internationales ont du coup pris en charge la pandémie au Covid-19, ont démontré que cette pandémie pouvait avoir des effets partout dans le monde. Et là, on constate que dans les pays du tiers-monde, la pandémie est venue et on se dit d'abord, c'est ça, je parle du risque perçu. Au départ, on a constaté que c'est les étrangers, ceux qui quittaient l'Europe, qui venaient avec la maladie. Et déjà, le gouvernement béninois a pris des décisions et a essayé de mettre en quarantaine, n'a pas fermé son aéroport, il a développé une stratégie. Oui, justement, parlons de cette stratégie. Quelle est votre, quelles sont vos impressions? Oui, je viens là. Sur D'abord, je vais vous dire, pour cette gestion de la crise par rapport aux autorités, je pense que s'il y a une mention à leur donner, moi je pense que c'est une mention excellente. Parce que j'ai pris tout mon temps pour observer. Par exemple, lorsque le professeur Afo Fabien, démographe de l'université de Parakou, avait sorti des chiffres qui contredisaient les chiffres que dénonçaient l'OMS et les structures internationales, je me suis posé une question. Mais réellement, le Bénin a maîtrisé la pandémie. Je ne sais pas par quelle alchimie, mais je leur donne d'abord une mention excellente. Pourquoi? Parce que aujourd'hui, les Béninois n'ont plus peur de cette pandémie au Covid-19. La preuve, au départ, on a constaté que le taux de dépistage était bas. Oui. Actuellement, que le Bénin a eu les kits de dépistage systématique qui ne prenaient plus de longs jours, on a constaté qu'ils ont dépisté un très grand nombre. Mais ce qui était surprenant, c'est que ces malades dépistés étaient asymptomatiques. Et c'est pour ça que je parle de risque vécu. En réalité... Est-ce que selon vous, il y a une nuance entre le risque vécu dans lequel il y a des malades asymptomatiques alors qu'on avait prédit un fort taux de morbidité? Oui, un fort taux de morbidité, bien sûr. Parce que quand vous voyez bien, les Européens, quand ils donnent leur taux de contamination, il y avait beaucoup déjà de malades grabataires. Ces malades qui étaient déjà à l'hôpital, on les voyait en grand nombre, ils développaient des symptômes. Ce qui n'est pas le cas en Afrique et particulièrement au Bénin. Je peux vous dire qu'au départ, dans les familles, parce que j'ai commencé un travail dessus dès l'orée de cette pandémie, au départ, les parents interdisaient à leurs enfants d'aller vers les gens qui rentraient de l'extérieur. Vous comprenez un peu? Et juste après le premier décès, il y a une panique totale qui s'est généralisée. C'est pour ça que je parle du risque perçu, du risque. Il y a eu tellement de polémiques autour de cette pandémie que les Béninois ont pris peur. Ou quand vous voulez quitter, même vous voulez franchir, vous savez, nos frontières sont poreuses, vous voulez même quitter la zone délimitée, là, le cordon sanitaire. Le cordon sanitaire a été installé. Voilà, vos parents vous disent en même temps, ne venez pas les contaminer. J'ai abordé quelques acteurs qui m'ont dit ça. À Ouida, j'ai fait ce travail à Ouida parce qu'en temps Ouida commençait, il y avait une barrière. Et avant qu'on ne lève la barrière vers Commun. Donc je suis resté là, j'ai fait une petite recherche, j'ai abordé quelques acteurs. Et en temps, la peur était générale. C'est pour ça que je parlais du risque au niveau de la communauté. Donc la peur était générale. Mais suite au premier décès, où le gouvernement n'a plus annoncé de décès, mais on constatait que le taux augmentait et il y avait beaucoup d'améliorations. Quand on prenait en charge, on constatait... Il y avait des guérisons également. Il y avait des guérisons. Voilà, il y avait des guérisons. Et le risque a commencé, la peur a commencé à diminuer. Et vous allez constater... Est-ce que vous insinuez, excusez-moi de vous couper dans votre fil argumentaire, est-ce que vous insinuez le fait que c'est la démarche gouvernementale qui a fait dissiper cette peur? Oui, quelque part, une démarche du gouvernement accompagnée du frein de décès.
C'est ce que je peux dire. C'est-à-dire, Puisqu'on il y a une posture sociale, oui. il y a une posture sociale qui favorise, qui accompagne les effets du gouvernement. Vous savez, en temps, le professeur Rouinrin parlait d'immunité sociale qui pouvait nous épargner, mais on a constaté quoi? On a constaté que lorsque le premier cas de décès est venu, le gouvernement avait déjà installé des mesures préventives et a renforcé ces mesures. Et dans le renforcement de ces mesures, on a constaté que les Béninois, dans leur peur, ont accompagné le gouvernement en portant par exemple des masques de protection. En observant la distanciation, comme il est fait sur ce plateau. Voilà, et comme on le fait sur ce plateau, les Béninois lavent les mains partout avant d'entrer dans les entreprises hautes. Et au niveau des banques, il est constaté que au niveau des fils, il y a la distanciation qui est respectée. Je l'ai constaté à Ouida. Au niveau de Youbié, j'ai fait une observation et j'ai constaté ça également. Je suis informé qu'à Cotonou et partout ailleurs, ça se réalise. Donc, il faut dire que la mobilisation sociale accompagne le gouvernement. Et vous allez constater systématiquement, lorsque la peur a commencé à être dissipée, les gens ne voulaient plus porter de masque, et vous allez constater qu'il y avait une répression. La police a dû intervenir pour obliger les acteurs à la base à porter les masques. Donc c'est pour dire le risque vécu, puisque les gens guérissent de la maladie, pour le Béninois, le Covid-19 n'est pas trop à craindre. N'est pas trop à craindre. Alors quel est le risque perçu et le risque vécu au niveau étatique? Au niveau étatique, il y a une nuance à faire parce que lorsqu'on a constaté au Bénin, nous avons pris des dispositions toutes particulières en rapport au pays frontalier. Vous allez constater que la démarche du gouvernement a été bonne en laissant rentrer ses fils au pays, en prenant quelques hôtels pour les mettre en quarantaine. C'était une très bonne démarche. Et c'est parce que déjà, ils ont perçu le risque et ils prévoient le risque vécu. C'est-à-dire, dans cette peur de la perception du risque, notre gouvernement, l'équipe gouvernementale, s'est donné une idée que voilà, notre perception de Covid-19 ne sera pas comme les autres. Et c'est ça, le risque vécu. Les dispositions qui ont été prises ont favorisé les échanges. Ça n'a pas réduit totalement les interactions entre les acteurs de la société civile et de toutes les couches sociales, mais ça a facilité l'observance d'un temps record, c'est-à-dire un temps qui est réservé pour pouvoir observer les effets de la maladie dans notre communauté. Ce temps de latence observé a permis au gouvernement de comprendre le modèle de la pandémie au Covid-19. En fait, je vais dire, le Bénin a adopté un modèle, si nous rentrons dans l'analyse, a adopté un modèle qui a favorisé non seulement les interactions, parce que vous savez, nos familles africaines, il y a une interaction qui nous lie. Et quand vous ne demandez pas d'après qui, vous n'allez pas voir si vous comprenez un peu. Par exemple, lorsqu'il y a décès, il y a eu restriction. Le gouvernement a pris ces mesures. Lorsqu'il y a décès, les formes d'enterrement auxquelles on assistait, 10 personnes. Voilà. Tout cela a accompagné à une bonne gestion à la pandémie, au Covid-19. Donc, ces différentes mesures prises ont facilité la maîtrise, si je veux dire, la maîtrise à cette pandémie au Bénin. Cette pandémie au Bénin. Oui. Alors, dites-nous, quand on parle de risques perçus et de risques vécus au niveau de la base de la pyramide sanitaire, dites-nous, c'est quoi déjà pour nos amis internautes qui ne comprennent pas ce qu'on met dans ou ce qu'on dénomme base de la pyramide sanitaire? Voilà. Merci beaucoup. La structure pyramidale
de notre système sanitaire comporte 3 grandes parties. La première? La première, c'est les institutions étatiques. Et il y a le niveau intermédiaire qui s'occupe de la prise en charge de la maladie. Et il y a le niveau intermédiaire où on a les hôpitaux de zone, les structures où on fait référence lorsque vous dépassez la base de cette pyramide où c'est constitué de dispensaires, de relais communautaires, d'associations villageoises, de prise en charge et consorts. Donc, au début de la pandémie, il est constaté que même quand les gens tombent malades, ou ils ont la toux ou le rhume ou bien la toux par exemple, comme on le dit, ils n'aiment plus se rendre dans les hôpitaux. Et il faut dire, au niveau de la base de cette pyramide, même les soignants, les infirmiers, les médecins, je vais le dire, vous allez constater lors de la prise en charge au départ, ça a tantiquiné, c'est-à-dire il y a une hésitation qui est observée dans la prise en charge des malades. Surtout lorsque vous avez la fièvre, le palu. Il faut dire que les médecins prennent toutes les dispositions, mais en même temps, ils ont peur du malade, ils ont peur de la contamination. Parce que n'oubliez pas, en Italie, les médecins ont été contaminés. Et lorsque nos médecins, nos soignants observent ces comportements de l'extérieur, il y a un risque. Et il faut dire, c'est comme ça dans la population. Les gens n'aiment plus aller aussi à l'hôpital, et au dispensaire par exemple, au risque de se faire contaminer parce qu'ils se disent, par exemple, j'ai reçu un acteur à commencer qui me dit, voilà, moi je suis malade, mais je n'irai pas à l'hôpital. Parce que si je vais, peut-être que le risque est là. Ils ont déniché 2 potentiels vecteurs au Covid-19 il y a 2 semaines à commencer. Ils ont quitté le Gabon. Et c'est les acteurs des hôpitaux qui sont venus les prendre en charge. Voici que lorsque vous avez la maladie, on ne vous dira pas que vous êtes malade. Il n'y a pas un modèle de dépistage. Le malade peut rester sain et vous contaminer. Dans cette posture, à un moment donné, les dispensaires et les hôpitaux n'ont plus eu une affluence. Et quel est le comportement des acteurs sociaux à la base? Ils ont commencé à faire recours aux plantes médicinales, à la médecine traditionnelle. Les vieilles habitudes perdues sont revenues de nouveau, où la thérapie de la grand-mère a repris place. On a constaté qu'il y a un retour dans le comportement des acteurs à la base vers les anciens systèmes, où les gens se dirigent plus vers les vendeurs de tisanes dans les villes, et dans les villages, les gens se rendent dans les bourses et les vertus, demandent les vertus et puis prennent soin, traitent leur maladie. Le cas du palu, par exemple. Moi, j'étais à Ouida quand une dame dit c'est le palu, mais je ne peux pas aller à l'hôpital. Je préfère aller faire mes tisanes. Il y avait une crainte, une certaine crainte. Oui, une certaine crainte. Voilà. Parce qu'ils ont même dit que on avait défendu l'usage de la chloroquine et tout le monde même avait peur d'utiliser autre recette. Alors, dites-nous, docteur Hubert Yanvi, quelle est votre lecture du fait que, après l'avènement de la pandémie du coronavirus Covid-19, on a observé qu'il y a eu quand même un sursaut unanime au niveau des citoyens béninois qui ont commencé à adopter les gestes barrières. On a vu que les boutiques dans la ville de Cotonou, dans les grandes villes du Bénin et même dans les régions les plus reculées, on a installé soi-même des dispositifs de lavage des mains. On a commencé à inviter les uns les autres au respect des mesures barrières édictées par le gouvernement pour empêcher cette propagation. Qu'est-ce qui, pour vous, sur le plan sociologique, pourrait traduire cette levée de bouclier unanime pour respecter les injonctions des autorités sanitaires qui ont eu en charge la gestion de la crise? D'accord. Il faut dire que la démarche du gouvernement, depuis longtemps, a déjà montré sa capacité de gérer de gouvernance par, disons, entre parenthèses, par l'imposition. Parce que on a constaté, vous allez constater que depuis l'avènement du gouvernement de la rupture, les populations obéissent systématiquement aux injonctions. Je pars de là. Oui. Mieux. Oui. Je parlais du risque. Vous voyez?
quand vous avez déjà entendu parler des autres, par exemple en Europe, il y avait eu la maladie, la posture sociale, malgré tous les dispositifs qu'eux, ils avaient, la maladie les a beaucoup touchés. Alors, le gouvernement a instruit la population devant les boutiques, comme vous venez de dire, partout ailleurs, pour pouvoir gagner, avoir un gain, capter les rentes, par exemple. Si vous avez votre boutique, vous devez respecter les mesures, sinon vous allez fermer. C'est ça. Par exemple, lorsque moi j'ai suivi l'actualité en Mauritanie, seules les boutiques, les shops où on allait acheter à manger étaient ouverts. Donc, quand vous suivez un peu, le gouvernement a donné des ordres. La population, dans le cordon sanitaire, a respecté ça à la lettre, compte tenu de la politique qu'adoptait ce gouvernement dès son arrivée. Parce qu'il y a des sanctions qui sont également prévues. Et aujourd'hui, je crois que la sanction est revenue dans les habitudes des Béninois. Parce qu'avant, vous vous souvenez, il y a quelques années, une vingtaine d'années, la sanction n'était pas le mot maître. On partait de nos réalités socio-culturelles pour infléchir les normes. Mais la norme instaurée a été respectée. Donc les normes institutionnelles sont désormais prises en compte par les populations à la base. Par les populations à la base. Alors, Hubert Révy, nous sommes presque à la fin de cette émission. Dites-nous, presque dernière ou avant-dernière question, est-ce que vous pensez, comme l'OMS, l'Organisation mondiale de la santé, que les Africains doivent craindre le pire quand on voit un peu le taux de mortalité en Afrique dû au Covid-19? Merci beaucoup. Je crois que le mercredi scientifique passé, le professeur Imourou qui est mon directeur de thèse, Imourou Aboubakari, a déjà lancé une sonnette d'alerte pour les pays africains où il dit que la politique nationale sanitaire doit être revue. Il parle d'une redéfinition des politiques nationales sanitaires en Afrique. Parce que l'OMS a prédit, mais actuellement, c'est un peu le contraire. C'est un peu le contraire. Donc, nous avons dans nos institutions sociales, d'accord, communautaires, nous détenons certainement des mécanismes qui nous permettent de résister à cette pandémie. Donc, il faut une étude approfondie pour voir comment instaurer le dispositif communautaire ou traditionnel, voilà, le dispositif traditionnel, d'accord, oui, dans les mesures de prévention ou de gestion moderne de la prise en charge des maladies. Je crois que en Afrique, il y a un potentiel. Il y a un potentiel qu'il faut valoriser. Désormais... On parle du climat? Bon, c'est aussi complexe que le climat. Il faut dire c'est tout un agrégat d'éléments qui concourent au bien-être des Africains. Nous n'allons pas spécifier directement parce qu'il faut des études approfondies avant de sortir les spécificités. Par exemple, je parlais de la thérapie de la grand-mère. L'artémisia que les gens préparent désormais à la maison, les plantes médicinales, depuis que cette pandémie est venue, il y a beaucoup de recettes qui ont été données sur les réseaux sociaux. Je crois que tous les matins, les gens prennent leur petite tisane à chaud, tout ça là. Les gens essayent de gérer à leur manière. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'en réalité, on peut voir dans ce registre médical traditionnel les comportements qui empêchent la propagation et empêchent la mort des personnes infectées au Covid-19. Au Covid-19. Au Covid-19. Alors, oui, vous avez quelque chose à dire? Oui, oui. Et quand mon professeur parlait d'une nouvelle redéfinition des politiques sanitaires en Afrique, on a constaté que cette pandémie, non seulement au Bénin, n'a pas fait beaucoup de morts dans toute l'Afrique. Donc, certainement qu'il y a des mesures personnelles, individualisées, traditionnelles, qui concourent au bon fonctionnement de nos sociétés
qualifier de primitives, nos sociétés primitives en Afrique subsaharienne. Alors, nous sommes à la fin de cette émission. Hervé Rienvi, cher docteur en socio-anthropologie de la santé de l'Université d'Abomey-Calavi. Peut-être parce que l'Afrique n'est pas très menacée par la pandémie du coronavirus que nous n'avons pas invité nos concitoyens au respect des mesures barrières contre la Covid-19. Vous avez regardé droit dans la caméra et invité vos concitoyens, vos amis docteurs à l'Université d'Abomey-Calavi, enseignants-chercheurs et également les étudiants à pouvoir respecter les mesures barrières. Allez-y. Merci beaucoup, merci beaucoup. Avant d'aborder, avant d'inviter les amis, il faut que je dise un mot sur les politiques verticales et les politiques horizontales. Malheureusement, le temps ne me permet pas. En dehors de cette politique verticale et celle horizontale adoptée par le ministère de la Santé dans notre pays, je crois qu'il faut aborder aussi les politiques transversales qui vont tenir compte de la multidisciplinarité des acteurs dans la prise en charge des maladies chroniques et aussi cette maladie qui n'est pas chronique liée au Covid-19. Et je crois que le gouvernement a déjà fait l'effort, ou le ministre de l'Enseignement supérieur a lancé un appel à contribution de tous les chercheurs à l'Université nationale. Voilà, d'abord, je salue le recteur de l'Université nationale d'Abomey-Calavi, le recteur, professeur Dacros Massim, qui a déjà installé des trucs, des dispositifs de lavage des mains. Il a installé toute une panoplie de trucs pour pouvoir empêcher la propagation au Covid-19. Il y a aussi les cours qui sont déjà mis en ligne où les étudiants ne viennent plus à l'université, mais suivent ces cours en ligne. Et il y a eu des programmations, il y a eu des efforts, beaucoup d'efforts qui sont en train d'être faits, qui sont en train d'être pris par le recteur et son équipe à l'université d'Abomey-Calavi, avec l'ensemble des enseignants de l'université d'Abomey-Calavi. Ce haut-lieu de savoir où ils ont tenu compte de cette pandémie au Covid-19 pour prendre des mesures restrictives, des mesures idoines, des mesures propres pour gérer cette pandémie, vu le pléthore d'étudiants dans nos amphithéâtres. Merci à vous, Hubert Rienvi. Je rappelle que vous êtes docteur en socio-anthropologie de la santé de l'Université d'Abomey-Calavi. Vous étiez sur ce plateau de l'invité pour nous entretenir sur les risques perçus et risques vécus. Ces risques engendrés par la pandémie du coronavirus au niveau communautaire, au niveau étatique et au niveau de la base de la pyramide sanitaire. Vous avez invité les dirigeants face à l'appel de l'OMS à une redéfinition d'une politique sanitaire afin de mettre en œuvre des mécanismes performants pour lutter efficacement contre la propagation du coronavirus. Vous avez évoqué les politiques verticales et transversales. Je crois que nous aurons le temps de vous inviter à nouveau pour en parler beaucoup plus en profondeur. Et à la fin, vous avez eu à approuver la gestion de la riposte contre le Covid-19 au niveau de l'Université d'Abomey-Calavi, une gestion qui a été dirigée par le recteur de l'Université d'Abomey-Calavi, Maxime Dacruz. Vous avez approuvé, salué la gestion intelligente faite par le gouvernement de la crise sanitaire au coronavirus. Vous avez approuvé les différentes dispositions prises par le gouvernement, lesquelles dispositions ont participé à une certaine dissipation de la peur qui subsistait au sein des populations. Merci à vous, Hubert Rienvi, pour votre passage sur nos plateaux de Zaï Télévision. Chers amis internautes, ainsi se referme cette émission de l'invité du jour. On se retrouve dans quelques instants pour l'actualité pour les élections communales. Lesquelles élections se déroulent ce jour sur l'ensemble du territoire national. À très bientôt.